Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on va parler de sorties toutes fraîches, puisque c'est une sortie d'aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. C'est une sortie que j'ai eu la chance de voir en avant-première au cinéma, et c'est un film que j'attendais parce que c'est un film qui signe un espèce de retour en fanfare d'un acteur que j'adore et dont je vais pouvoir vous parler dans cette vidéo et ça me fait trop plaisir. On va parler du dernier film de Nicolas Cage, qui est le film Un talent en or massif. Vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, déjà ça a l'air fun, ça a l'air d'être un film franchement agréable et sympathique. En plus il y a Pedro Pascal, mais ça on en reparlera, mais surtout ça a l'air d'être du Cage. Et il faut savoir que tous les films de Nicolas Cage ne sont pas des films Cage, et ça me faisait trop plaisir de découvrir ce film. J'avais vraiment... Ça me faisait filer le smile en fait d'aller voir ce film, donc j'avais trop hâte de vous en parler. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, le film Un talent en or massif, de son titre original The Unbearable Weight of Massive Talent, littéralement le poids très lourd d'un talent massif, donc énorme, qui a été traduit par Un talent en or massif. Je trouve la traduction du film absolument géniale, pour une fois. Vous me dites tout le temps que je râle sur les traductions de titres, mais là franchement la traduction est super. C'est un film d'1h45 qui est sorti ce 20 avril 2022, donc aujourd'hui si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Comme vous l'avez compris, c'est un film qui signe le retour d'un acteur que j'apprécie beaucoup, Nicolas Cage, mais ce n'est pas lui qui est à la réalisation. À la réalisation, nous avons Tom Gormican. Alors Tom Gormican est à l'origine du film That Awkward Moment, qui est sorti en 2014, mais également de la série Ghosted, qui a commencé sa saison 1 la même année, donc en 2014. C'est un réalisateur que je ne connais pas particulièrement. J'ai vu That Awkward Moment, mais ça m'a pas particulièrement retourné l'esprit, je me souviens à peine du film. Donc franchement, c'est pas un réalisateur sur lequel je me serais retournée. Mais il a une tête d'affiche, qui est en plus producteur du film, et scénariste qui est absolument exceptionnel puisque c'est Nicolas Cage. Et je suis une fan depuis toute petite de Nicolas Cage. Je pense qu'une personne qui est née fin des années 90 et qui a grandi sous les années 2000 a vraiment une nostalgie et apprécie un petit peu particulièrement Nicolas Cage parce que vraiment les années 2000 ça a été ses grands moments et moi j'ai vu tellement de ses films, c'est vraiment une figure de mon enfance, c'est une figure du cinéma que j'ai du mal à... Je peux pas l'occulter, il fait vraiment partie de mon univers cinématographique et j'adore le voir à l'image, j'adore son jeu d'acteur, j'adore pas forcément tous ses films mais je l'aime lui en tant qu'acteur en fait, je suis vraiment attachée à cette figure et le voir dans ce film où il s'incarne lui-même en plus, c'était juste... Franchement, j'avais trop hâte. On va revenir rapidement sur Nicolas Cage, parce que je suis hyper contente de vous parler de lui en fait. Nicolas Cage, c'est 43 ans de carrière au cinéma et près d'une centaine de films. C'est un bourreau de travail, il est ultra productif, mais il est aussi ultra critiqué pour ses choix de films qui sont pas toujours les plus pertinents. Il a été découvert en 1986 avec le film Birdie. Et en fait, franchement, dans les années 80-90, il a tourné avec de grands réalisateurs et c'est ce qui lui a permis d'être un acteur hyper bankable et hyper connu. 10 ans après Birdie, donc en 1996, il a obtenu son premier Oscar pour Leaving Las Vegas, qui est également un énorme film. Ça lui a permis en 1999 de tourner avec Scorsese, puisqu'il a tourné À tombeau ouvert avec Scorsese, qui est un excellent film. Il a également tourné avec Ridley Scott en 2004 dans le film Les Associés, qui est également excellent. Il a fait le film incroyable qui est Volte-face. Il a vraiment une carrière de dingue, il a un début de carrière de dingue, il décolle très rapidement, il est ultra bankable, il est ultra demandé. En fait, il s'est vraiment fait sa place dans les années 90 au cinéma, et en 2000, il est l'un des acteurs les plus bankable de Hollywood, il touche de très gros cachets. Alors, l'argent, c'est pas forcément un problème, je suis pas dans le jugement par rapport à ça, le cinéma brasse énormément d'argent, on le sait tous, que ce soit à la réalisation ou dans les cachets des acteurs. Une tête d'affiche coûte extrêmement cher, mais une tête d'affiche rapporte, puisque c'est ça qui veut dire bankable, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs, si tu les as dans tes films, tu sais que les gens vont aller les voir juste pour ces acteurs. Et ça a vraiment été le cas pour Nicolas Cage dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à l'affiche de films exceptionnels. Il a fait en 2004 Lord of War, qui est un de mes films favoris et qui est pour moi probablement l'un de ses meilleurs, je pense. Si je devais faire un top 10 des films de Nicolas Cage, Lord of War serait extrêmement bien classé. En 2004, il va être choisi pour la saga des Benjamin Gates, donc le premier sort en 2004 et le second en 2008. J'adore ces films, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé du film Uncharted. C'est... Bon, Benjamin Gates, j'adore. Ces films d'aventure à l'ancienne, la typique année 2000, moi j'adore, ça me fait fondre. Il est également choisi pour jouer le Ghost Rider, donc le Ghost Rider c'est un héros de Marvel. C'était les balbutiements en fait des adaptations Marvel. Le premier film sort en 2007, je l'avais beaucoup apprécié. Le second film sort en 2012 et il est beaucoup moins bien, mais franchement le premier film de 2007, moi je l'avais adoré à l'époque et j'avais adoré tout le concept et... Enfin vraiment...
Nicolas Cage, il était énorme à cette époque-là. Tu pouvais pas passer à côté dans l'univers du cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2009, il a fait le film Prédiction, qui est excellent. En 2010, il a joué dans Kick-Ass. Il est le Big Daddy, là. Enfin, je sais plus comment... Il s'appelle pas le Big Daddy, mais en gros, c'est le Batman, quoi, dans Kick-Ass. Et il est excellent également. Mais malheureusement pour lui, à partir de 2010, sa carrière va être en berne. Il a des problèmes financiers, il a des problèmes dans sa vie perso. Et il prend un peu tout ce qui passe au niveau des films. Ce qui fait que la qualité des productions dans lesquelles il apparaît est de plus en plus, on va dire, contestée. Le public se rend compte que même si l'affiche d'un film, c'est pas forcément un bon film. Et ça devient vraiment un problème puisque ça va en fait tarir ce côté bankable, c'est-à-dire à force de le voir partout et dans un peu tout et n'importe quoi, les gens vont plus dire « Ah, c'est Nicolas Cage, j'ai envie de voir le film, ce sera un film de qualité ». Il choisit pas bien ses films en fait, clairement c'est le problème, et c'est ce qui fait que sa carrière va un petit peu entrer en berne. Entre 2010 et 2020, il va faire 34 films, c'est énorme, il est vraiment ultra productif, ça il faut comprendre que s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut pas le critiquer, c'est qu'il est ultra productif. En plus apparemment, il adore son boulot, il adore être acteur. Le problème c'est dans les choix des films. Pour ne citer que quelques exemples, en 2014 on va voir Croisade, je vais pas dire que c'est un mauvais film parce qu'il y a forcément des gens qui l'apprécient en tant que nanar, mais c'est pas forcément un film de grande qualité. En 2015, il a joué dans Pay the Ghost, qui est pas du tout exceptionnel non plus. Il a également fait en 2018 The Watcher, qui est pas ouf. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de films qui sont pas transcendants, qui sont pas remarquables en fait. Tu te retournes pas dessus et les gens ont l'impression de se faire avoir, c'est-à-dire ils vont voir ce film en se disant ça va être un film bien, pas parce qu'il y a Nicolas Cage dedans. Et en fait, Nicolas Cage est le seul artifice du film et derrière c'est pas à la hauteur en fait de l'image que renvoie l'acteur. Il va y avoir un décalage et sa carrière va en pâtir en fait de ce décalage. Après, il a quand même fait de très bons films dans les années 2010-2020, mais c'est que quelques-uns, c'est très ponctuel. En 2013, il va jouer dans le film Joe, qui est très très bon. En 2018, il va également prêter sa voix dans le Spider-Man Into the Spider-Verse. D'ailleurs, il va faire pas mal de films où il double. Il a également doublé dans Les Croods. Moi, j'ai bien aimé le 1, j'ai pas trop aimé le 2. Mais il a également doublé dans Les Croods, donc il fait un peu de tout en fait. Et on sait aussi, de par son histoire personnelle, qu'il accepte ses cachets pour pouvoir payer ses factures, tout simplement. Il a des factures mirobolantes à payer et il a besoin de cachets mirobolants pour les payer. Donc on va avoir 10 ans qui sont un petit peu en dessous pour Nicolas Cage. Et là, depuis 2020, il essaye de revenir. Il est apparu dans le film Pig, qui est excellent, bien que assez dérangeant, il faut le dire. Et il revient en 2022 dans ce film Un talent en or massif, où il va faire une démarche qui est extrêmement intéressante puisqu'il va être dans l'autocritique. Il sort de 10 ans un petit peu compliqués. Il a une carrière qui s'étend sur quand même 43 ans à ce jour. C'est arrivé, je pense, à un moment dans sa vie, dans sa carrière, où il va avoir un regard introspectif sur ce qu'il a fait, et ce regard introspectif, il essaie de nous le partager dans ce film. Pour ce projet qui lui tient à cœur, où il est à la fois producteur, scénariste et premier rôle, il s'entoure d'un casting qui est quand même assez intéressant, puisqu'on retrouve mon chouchou. Donc Pedro Pascal, c'est notre Mandalorien, c'est également notre Oberyn dans Game of Thrones, et il a également joué dans la série Narcos. C'est un acteur qui est très en vogue, et dont je vous ai parlé récemment, puisque je vous ai parlé du film Bubble. En tête d'affiche, on retrouve également Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, c'est How I Met Your Mother, qu'on connaît tous, et il a également joué dans Matrix 4 plus récemment, donc l'année dernière. Il est quand même très très bankable, Neil Patrick Harris, il a vraiment son public. Le mettre dans un film, c'est pas mal, c'est pareil que pour Pedro Pascal. Pedro Pascal en ce moment, il est très en vogue. Il y a quand même des têtes d'affiche qui, en plus de Nicolas Cage, viennent enrichir le casting et montrer qu'on essaye de surfer sur des acteurs qui sont actuellement très vendeurs également. Donc c'est assez fun de voir que ce qu'il a été aujourd'hui, il s'entoure d'acteurs qui sont également très vendeurs. Enfin, je trouve la démarche déjà de base intéressante et on sent déjà qu'il va y avoir une réflexion autour de ça. Enfin, en tout cas, moi quand j'ai vu qu'il y avait Pedro Pascal, je me suis dit Nicolas Cage, qui est une star un petit peu en déclin, qui s'entoure d'une star qui, elle, est en train de monter et en train de briller et en pleine ascension, je trouvais ça déjà intéressant, je trouvais la démarche intéressante. On retrouve également notamment Tiffany Haddish, qui a joué dans la série Self-Made et plus récemment dans le film Card Counter, donc le compteur de cartes, en 2021. Donc on a quand même un casting qui est pas mal, qui est assez éclectique, il y a des figures connues, il y a des figures moins connues, et surtout il y a des acteurs qui envoient quand même du lourd. Au niveau du synopsis, que nous raconte ce film? Alors c'est un film qui nous parle de Nicolas Cage puisqu'il est le héros et qu'il s'incarne lui-même. C'est assez original pour être souligné, mais bon, j'apprécie la démarche, donc moi de toute façon ça me plaisait de base le concept. Il est en début de film dans le déclin de sa carrière, il est en galère, il trouve plus de rôles intéressants, il trouve plus de grands rôles de tête d'affiche. Tout le monde le respecte pour sa carrière, mais tu sens quand même que les gens jugent un petit peu ce qu'il est devenu, il est en galère avec sa famille, il est en galère au niveau financier, et un petit peu au bout du rouleau, il se retrouve sans d'autre possibilité que d'accepter une offre à $1 million pour animer, apparaître, on va dire, dans l'anniversaire d'un fan qui est très riche. Il se rend donc à Majorque, là où habite ce fan très riche. Il y va vraiment pour faire une apparition, pour toucher son chèque. Il a même promis d'arrêter le cinéma après tout ça, parce que pour lui, ça y est, il raccroche, il en peut plus de cet univers, il en peut plus de là où en est sa carrière, il a des gros problèmes avec son image, etc. Sauf que à ce moment-là, il va être approché par la CIA. La CIA essaye de coincer la personne qu'il a invitée, parce qu'apparemment ce serait un baron de la drogue et un baron de la vente des armes, et il voudrait qu'il l'espionne en fait.
ils s'approchent de lui pour qu'il l'espionne et qu'il leur fournisse des informations. Voilà le pitch de base. C'est pas transcendant. Au niveau de l'histoire, franchement, c'est assez classique. L'intérêt en fait du film, c'est que Nicolas Cage nous parle de lui-même et se joue lui-même. Le centre de l'histoire, le centre du film, le centre de l'intérêt, le centre de ce qui va attirer les spectateurs, c'est Nicolas Cage et il en joue à 180 000% puisqu'il fait un film qui tourne autour de lui-même, qui parle de lui-même et dont le seul quasi-intérêt est lui-même. Quand on y pense, ça fait vraiment très prétentieux, franchement. Mais l'expérience est intéressante, je vous le promets, mais quand on y pense, c'est très prétentieux quand même. Au niveau de la photographie, un peu comme l'histoire, c'est-à-dire que le film fait un peu le service minimal au niveau de la photo. C'est très classique, c'est propre, hein, franchement ça fait le taf, etc. Mais c'est très classique, c'est très estival, Majorque, maillot de bain, petite ville, un petit peu à l'espagnol, etc. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas transcendant, on n'est pas sur une photographie très originale, très léchée, très réfléchie. Alors, c'est pas du tout le but. L'intérêt du film n'est pas sa photographie. Voilà, soyons honnêtes sur ce point-là. Je suis un petit peu déçue parce que au vu des thématiques du film et du fait que ça tourne autour de Nicolas Cage lui-même, j'aurais aimé des refs à plein d'univers de ses films. Il y a des refs dans le film, hein. C'est bourré de refs, mais c'est plutôt des références orales que des références dans les décors ou dans ce genre de choses, vous voyez. J'aurais aimé des petits easter eggs un peu partout. Il n'y a pas forcément d'easter eggs visuels dans les décors. Ça, je l'ai un petit peu regretté, honnêtement, j'aurais aimé, ça aurait amplifié en fait la démarche. Après, peut-être que ça aurait été trop loin, mais c'est mon côté fangirl qui parle peut-être, c'est possible aussi. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, le film a la subtilité d'être en train de s'écrire lui-même. Comment vous dire ça? Dans le film, les protagonistes sont acteurs du film, au sens où ils participent à sa construction. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, j'ai pas trop envie de vous en dire non plus, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont acteurs du rythme du film, et ils sont acteurs des thématiques et du regard qui est porté dans le film, et du coup, la photographie évolue au fil des orientations qu'on essaie de donner au film. C'est-à-dire qu'on va passer d'une photographie film un peu plus comédie à une photographie film un peu plus intimiste à une photographie film un peu plus d'action. T'as l'impression que le genre du film évolue au fil de la façon dont les personnages perçoivent l'action qui les entoure. Je sais pas si c'est clair, mais c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'essaye de le dire clairement, mais c'est hyper intéressant à regarder, parce qu'il y a plein de genres de films qui se bousculent visuellement. La façon dont sont filmés les décors, la façon dont même la musique, le rythme, le découpage des scènes, etc., la mise en scène, évolue en fonction de comment le genre du film évolue sous tes yeux, en fait. C'est assez... Franchement, j'ai trouvé ça hyper malin et hyper fun. Alors, ça donne pas forcément plus de pétillance, parce que à chaque fois, on est très classique dans les différents genres qui sont abordés, les différents regards qui sont posés. On est très classique, mais pour les reconnaître aussi. Le but, c'est de voir qu'on passe d'un genre à un autre. Donc forcément, on tape dans le cliché, mais on peut pas reprocher de taper dans le cliché parce que c'est le but. Je sais pas si vous me suivez, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. J'ai trouvé ça hyper cool, cette façon de montrer les choses. Et franchement, ça m'a grave enthousiasmée au moment où je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire au début, je l'ai pas forcément perçu. Et quand le film évolue, je me suis dit, c'est si méta, parce que oui, c'est très méta hein, comme film, mais c'est si pensé et à la fois si naturel et à la fois si cool comme dialogue avec fan de cinéma qui est en face de toi, parce que le spectateur qui est venu voir ce film, c'est un fan de cinéma et c'est même un fan du cinéma de Nicolas Cage très probablement. Donc c'est trop cool comme dialogue et j'ai trouvé ça trop cool. Franchement, ça j'ai trouvé ça trop cool. Donc d'une manière générale, la photographie est pas du tout phénoménale, mais la façon dont est utilisée la photographie et le message qu'on passe et la communication qui passe à travers la photographie est super cool. Petit bémol par contre, la fin est un peu moins cool parce que le dernier acte traîne en longueur. Que ce soit dans le rythme ou photographiquement parlant, la diversité de photographie, la diversité de propositions qui peut apparaître, sur la fin, elle se fige un petit peu et c'est moins intéressant. Mais franchement, là, je souligne quand même la démarche parce que je crois que j'ai jamais vu ça dans aucun film. Et j'ai trouvé ça cool, j'ai vraiment apprécié. Autre petite parenthèse, la BO est nulle. Enfin, la BO est nulle, non, elle est pas nulle. Elle est inexistante, plate. J'ai essayé de réfléchir pendant toute la journée quand je réfléchissais à ce que j'allais vous dire sur la BO et rien ne me revenait. Rien. Je ne me souviens pas du genre de musique qu'il y a dans le film. Voilà. Je n'en souviens absolument pas. La BO est l'inexistence. Elle est transparente. Elle a aucune identité. Voilà. Donc la BO, on met ça sous le tapis parce qu'il y a rien. Maintenant que j'ai achevé la BO, passons plutôt à mon avis plus largement. Honnêtement, j'ai trouvé le film déjà hyper drôle. C'est le premier point que je voulais vous dire. J'ai vachement ri, mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au cinéma. Je vais pas voir beaucoup de comédie parce que c'est pas un genre que j'apprécie et parce que je suis très exigeante en fait en matière d'humour, enfin très exigeante. J'ai un humour un peu pourri, très humour noir, mais je ris pas facilement au cinéma. Je peux sourire, mais je ris pas sincèrement comme dans une conversation souvent au cinéma. Et là, j'ai très sincèrement ri. Je me suis vraiment amusée. Il y a plein de scènes qui sont hyper drôles et hyper clichés, tellement fun en fait. Honnêtement, vraiment amusée. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai hyper envie de revoir le film.
c'est un très bon signe d'ailleurs. Mais j'ai hyper envie de le voir le film juste parce que je me suis tapé une barre. Connaître que Nicolas Cage et Pedro Pascal, c'est deux personnes avec qui t'as grave envie de faire une soirée et tu sais que tu vas t'amuser. Et dans ce film-là, c'est un peu comme si j'avais passé ma soirée avec eux et que je m'étais vraiment, vraiment beaucoup amusée. On est sur un humour tantôt léger, tantôt cynique, surtout basé sur les quiproquos. Et c'est vrai que les quiproquos, ça peut être très drôle quand c'est bien dosé, quand c'est bien fourni. Et aussi basé sur l'excès absolu, sur les drogues, enfin vraiment différentes formes d'humour, différents types de blagues, différents leviers de blagues qui sont utilisés, histoire qu'on s'ennuie pas. Et franchement, on s'ennuie pas et on rigole et j'ai vraiment beaucoup ri. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. Rire très sincèrement aux éclats, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et là, franchement, à un moment, je me suis même dit, oh là là, mais les gens autour, ils doivent trop penser que... Je sais pas, genre j'arrête pas de rire, je vais trop les gêner. Il y a même, je trouve, une scène qui ressemble vachement à une scène du Loup de Wall Street qui m'a fait rire. J'ai pas aimé le film, je sais. Mais il y a une scène dans le Loup de Wall Street que j'ai appréciée, que j'ai trouvé fun, et je trouve qu'il y a une scène qui ressemble un petit peu dans ce film-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse parce que j'ai vraiment... Quand j'ai vu la scène, ça m'y a vraiment fait penser. J'ai vraiment vu la ref. Alors je sais pas si c'est une ref volontaire, mais j'y ai vu une ref en tout cas. Le principal truc qu'il faut comprendre pour que j'arrive à vous expliquer pourquoi j'ai autant apprécié ce film, c'est que c'est un film qui a plusieurs couches de lecture, chose que j'apprécie. D'habitude, les films qui ont plusieurs couches de lecture, c'est des films qui sont plutôt sombres et qui ont une vraie réflexion profonde. Et là, c'est pas un film sombre, c'est un film joyeux, c'est un film comique, mais il y a quand même plusieurs grilles de lecture. Je vais vous en parler de deux principales qui sont les deux qui m'ont le plus plu. La première, c'est tout simplement la psychanalyse. Ce film, c'est la psychanalyse de Nicolas Cage. Il s'ouvre à nous dans ce film, il nous dit tout, c'est-à-dire il ouvre son cœur et il nous raconte ses drames, ses tristesses, ses malheurs, ses souffrances, mais aussi son amour sincère du cinéma. Ce film, c'est une lettre d'amour à son métier, j'ai trouvé ça hyper touchant. Tu sens que le mec, il aime ce qu'il fait, il aime le cinéma, il aime être acteur, et je pense que ça a dû être assez dur pour lui de recevoir autant de critiques pour quelque chose qu'il aime. Je pense qu'il aime sincèrement jouer et il est bon là-dedans, mais c'est le côté merchandising, le fait d'être une marchandise. Dans le film, il joue souvent sur les deux côtés. Il y a être acteur et être une star. Et il dit, tu es une star, tu n'es pas acteur, tu es une star. Et je pense que vraiment, ça a été très difficile pour lui dans sa carrière, le plan star, le côté star. Le côté acteur, il est bon dans ce qu'il fait et il aime ce qu'il fait, il aime son métier. Mais le côté star, je pense qu'il a eu plus de mal avec le côté se vendre, bien choisir ses films, etc., l'exigence du public. Et ça transparaît vraiment dans le film et c'est d'une grande sincérité, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a aussi un très touchant aveu d'échec. Il se met à nu devant nous et il dit « Oui, j'ai fait des erreurs » et rien que ça, reconnaître ses erreurs, c'est très difficile. Et reconnaître ses erreurs en public devant tout le monde, devant tous les gens, la foule de fans, c'est un choix qui est franchement audacieux et qui montre aussi qu'il a parcouru du chemin et qu'il a un vrai recul sur lui-même. Et en fait, je suis très contente pour lui. Le message qu'il nous porte dans ce film, ça me fait plaisir pour lui parce que je pense qu'il exorcise quand même pas mal de choses dans ce film. Et c'est pour ça que le film, son côté psychanalytique, m'a fait énormément, mais vraiment énormément penser à Matrix 4. En fait, dans ce film, un talent en or massif, Nicolas Cage fait le même exercice que Lana Wachowski dans Matrix 4. Donc Lana Wachowski, c'est la réalisatrice de Matrix 4. Et dans Matrix 4, elle fait vraiment... Alors, c'est moins visuel, c'est beaucoup plus direct dans ce film-là, mais elle fait vraiment son auto-analyse, sa psychanalyse, elle exorcise ses démons. Elle fait vraiment un retour critique aussi sur sa carrière et sur ses productions. Et là, Nicolas Cage le fait encore plus de façon frontale, parce qu'il le fait en portant son propre rôle, en se portant lui-même à l'écran devant nous. Il le fait pas de façon détournée, comme dans Matrix 4, on est presque dans la tête de Lana sans la voir. Là, il est là. Et il le fait devant nous et je trouve ça hyper courageux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là du film et ça m'a touchée. Et je trouve ça très honorable et bien fait. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Et puis je pense que ça peut faire vraiment du bien à sa carrière également. Après voilà, du coup, le revers de la médaille, c'est que Nicolas Cage, sa carrière, son image, sa perception, ses démons, ses problèmes, sa vie, ça prend toute la place dans le film. C'est le cœur du film. L'histoire passe complètement à côté. L'histoire, c'est rien. Et c'est aussi pour ça que le scénario est pas particulièrement recherché. Parce que c'est pas le but du film. Si vous y allez pour voir un film d'action-aventure, c'est pas ça. Si vous y allez pour une comédie, vous serez servi, honnêtement. Mais si vous y allez pour un film d'action-aventure, vous allez être déçu du synopsis. Mais parce que l'intérêt, c'est pas du tout le synopsis. En fait, le cœur du sujet, c'est Nicolas Cage. Le cœur du sujet, c'est lui en tant qu'acteur, lui en tant qu'homme, ce qu'il a traversé. Et en fait, moi, ça m'a plu parce que ça m'a plu, en fait. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont être sincèrement déçus en allant voir le film parce que le sujet qui nous est vendu, film d'action, c'est pas le cœur du problème. Vraiment pas. C'est pas le cœur de l'histoire. Si vous voulez voir un film d'action, n'allez pas voir ce film-là. Parce que pour le coup, l'action, elle est secondaire. Elle passe complètement après. Le scénario est plat. Le scénario est juste une excuse. En plus de ça, d'ailleurs, comme dans Matrix 4, on y reste, hein, mais voilà. Comme dans des films très actuels, comme Don't Look Up, mais même The Bubble que j'ai détesté, qui essaye de le faire, mais qui le fait très mal, il y a en plus de cette psychanalyse qui va être la première lecture, la lecture la plus brute et la plus visuelle du film,
Il y a aussi une critique du milieu du cinéma. Surtout, je pense, du point de vue d'un acteur. C'est-à-dire que là, il critique pas, genre, l'industrie, c'est perdu, un manque d'imagination. Il y a un peu de ça, il y a un peu de on manque d'imagination, on fait toujours les mêmes choses, on finit toujours par tomber dans la facilité à la fin, ce genre de truc. Il y a ça, oui, ça y est. Mais il y a aussi ce que l'industrie fait à ses acteurs, la façon dont elle les traite, la façon dont ils se voient. La grosse tête aussi, le fait de se croire supérieur, de plus vraiment se voir, le fait d'être acteur de soi-même, d'une certaine manière. Il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment un regard sur l'industrie que j'ai trouvé intéressant. Très Matrix 4, mais d'une autre manière. Franchement, ça ressemble, mais c'est pas ça. J'ai trouvé la démarche de ce film avec Nicolas Cage plus directe et plus sincère que celle de Matrix 4, qui est plus tortureuse et plus intello. Et je crois que je l'ai d'autant plus appréciée. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Plus j'y pense, et plus je me dis que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Parce qu'on a cette critique directe qui sort directement de la bouche de Nicolas Cage. Il dit des trucs hyper violents sur le cinéma, il dit des trucs hyper violents sur lui-même et sur l'acteur et sur le côté commercial, etc. Il y a aussi une critique indirecte, comme je vous dis, le film évolue sous nos yeux, change de genre, change d'orientation sous nos yeux, et je pense que c'est un peu le parcours qui arrive à beaucoup de films qui partent de très bonnes intentions au début et qui finissent par céder à la facilité pour se vendre. J'ai vraiment apprécié ce film et je le trouve intelligent, sans être trop pompeux, auto-centré, sans être trop auto-centré au final, puisque avec le recul, tu te dis, ouais, d'accord, il fait un film qui parle de lui, mais au final, il faut voir comment il parle de lui, quoi. En fait, c'est peut-être une petite pépite, ce film. J'ai tellement envie de le revoir, en fait. J'ai envie, vraiment sincèrement, de le revoir, et de rire de nouveau, et de passer un bon moment de nouveau, et de voir un peu encore d'autres couches de choses que j'ai pas vues. J'ai envie de le redécouvrir. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, ce film, et je suis sûre qu'il va se faire défoncer par plein de gens. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont pas l'aimer. Ce que tu t'attends à voir, c'est pas ce que tu vois. Clairement, mais à la fois, tu passes comme un bon moment, mais franchement, voyez-le. Surtout si vous êtes un cageophile, si vous aimez Nicolas Cage, voyez-le. J'ai passé un réel, sincère, bon moment avec Nicolas Cage et je suis contente pour lui qu'il ajoute ce film à sa carrière et je suis contente pour lui qu'il ait ce regard-là sur sa carrière parce que moi je l'aime bien en tant qu'acteur et même s'il a fait des mauvais choix, mais c'est son problème, c'est sa carrière en fait et ça me dérange pas qu'il touche des chèques et je trouve pas ça honteux et c'est son travail au bout d'un moment. Tant qu'ils le font bien et qu'ils honorent leur contrat, ils font leur taf quoi. Et non mais je suis contente de l'avoir vu. Et je vous le recommande. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette critique un peu longue sur Un talent en or massif, le nouveau film de Nicolas Cage. Je vous le recommande vraiment. J'ai beaucoup aimé. C'est très méta, je m'en fiche. Jusqu'à maintenant, j'aimais pas trop les films méta. À chaque fois, je trouvais ça trop pompeux, trop intello, etc. J'ai plutôt pas trop mal apprécié Matrix 4, même si je le trouve pas transcendant. J'ai plutôt beaucoup apprécié Don't Look Up. Mais je pense que j'aime les films méta comiques. Sincèrement, ce film-là, pépite. Franchement, je pense qu'il va être très bien classé dans mes films de l'année, sauf si vraiment j'ai une révélation dans un mois ou deux que je me dis ah finalement c'était oubliable, mais là pour le moment j'ai envie de le revoir, j'ai passé une bonne soirée, j'ai ri, on a été sincère avec moi, vraiment j'ai eu une bonne conversation avec ce film, je suis contente. Vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film. Ah je suis contente. Ah ça repose un peu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des sorties, des machins, des bidules, des posts communautaires, etc. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez vu le film ou si le film vous fait envie ou si le film vous fait pas envie ou si vous l'avez pas aimé. Franchement si vous l'avez pas aimé, j'ai envie qu'on discute parce que j'aimerais savoir ce que vous avez pas aimé, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont pas l'aimer. Dans tous les cas, je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite de très bons visionnages et je vous dis à très vite.